Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver. Alors, notre sujet aujourd'hui sera axé et focalisé sur une maladie qui touche pas mal de personnes, une maladie qui laisse des complications néfastes sur l'ensemble de l'organisme. C'est ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. On va parler un peu de cette maladie, de ses signes cliniques, de ses formes cliniques, et je vais vous citer brièvement les différents bilans kinésithérapiques qui doivent être effectués avant d'entamer la prise en charge kinésithérapique. Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est une maladie qui se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau suite à l'obstruction d'un vaisseau ou bien suite à une hémorragie. Donc on a deux causes principales. Et presque 60% des personnes atteintes conservent une certaine forme d'invalidité. Les conséquences peuvent être lourdes pour le malade et pour son entourage. Et les séquelles de l'AVC se diffèrent d'un patient à un autre selon le type de l'AVC et selon la localisation de la lésion. Ça veut dire selon l'hémisphère qui est touché, soit l'hémisphère droit ou bien l'hémisphère gauche. Généralement, il existe trois types d'AVC. Le premier type, c'est l'AVC ischémique, qui survient lorsqu'un caillot de sang bouche une artère dans le cerveau. Et parfois, l'accumulation des molécules de cholestérol forme une embolie. Et cette embolie gêne la circulation sanguine dans une partie du cerveau. Et des fois, le caillot de sang peut se former à l'extérieur, dans une autre partie du corps. Puis, il se déplace progressivement vers le cerveau. Donc, le premier type, c'est quoi? C'est l'AVC ischémique. Le deuxième type, c'est l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique survient lorsqu'il y a une rupture d'une artère dans le cerveau. Et dans ce cas, la cause principale et la cause majeure, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que l'hypertension artérielle fragilise les artères au fil des années. Et les parties fragilisées des artères, qui sont appelées anévrismes, se dilatent progressivement et peuvent finir par une hémorragie. Et dans ce cas, on parle d'un AVC hémorragique. Je pense que c'est clair. Quoi d'autre? La troisième forme, ou bien le troisième type, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. L'accident ischémique transitoire. C'est un accident qui survient lorsqu'un caillot de sang bloque une artère dans le cerveau, comme l'AVC ischémique, mais cette fois, les symptômes durent une courte durée, juste quelques minutes. Par exemple, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même pas une heure. C'est pour cette raison qu'on dit accident ischémique transitoire. C'est une urgence médicale et c'est un signe d'alarme. Peut-être il y aura par la suite un AVC qui est plus grave et plus dangereux. Donc c'est un avertissement. Concernant les signes cliniques de l'AVC, sont les mêmes chez les femmes et chez les hommes. Et parmi ces signes, c'est la migraine, une migraine qui est importante et qui est insupportable, et aussi une faiblesse et une lourdeur d'un seul hémicorps, soit l'hémicorps droit ou bien l'hémicorps gauche, en fonction de la localisation de la lésion. Et on trouve ça veut dire un fourmillement au niveau des visages, et au niveau des bras et au niveau de la jambe. Et aussi, parmi les signes cliniques de l'AVC, ce sont les troubles cognitifs, comme par exemple les troubles de langage, et aussi les troubles visuels, seulement dans un seul côté, et les troubles
de la marche et les troubles de l'équilibre et de la coordination. Ce sont les ataxies, etc. En ce qui concerne les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas les gérer. Des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, comme par exemple l'âge, comme les antécédents familiaux, etc. Et il y a d'autres facteurs qu'on peut les gérer, des facteurs sur lesquels on peut agir, comme par exemple le diabète. Les diabétiques doivent toujours contrôler le taux de la glycémie dans le sang. Pourquoi? Parce que l'excès de glucose dans le sang peut endommager les artères. Donc, parmi les facteurs de risque de l'AVC, c'est quoi? C'est le diabète. Et il y a aussi le tabagisme, l'alcool, l'hypercholestérolémie, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure concernant l'AVC ischémique, l'hypertension artérielle et les troubles cardiovasculaires en général, comme par exemple les troubles des rythmes cardiaques, etc. Et aussi le stress, il ne faut pas oublier le stress, c'est un facteur favorisant. Et aussi, parmi les facteurs de risque de l'AVC, on trouve l'obésité, ça veut dire le surpoids, et le manque de l'activité, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que kinésithérapeute face à un patient qui présente une hémiplégie suite à un accident vasculaire cérébral? Bien sûr, avant d'entamer la prise en charge kinésithérapique, il faut d'abord examiner le malade. Donc on fait un examen global, un examen qui est bien détaillé et bien adéquat. Et la première chose à faire, c'est quoi? C'est l'anamnèse. L'anamnèse et la vérification du dossier médical. L'anamnèse nous permet de réunir tous les renseignements qui vont nous aider dans la prise en charge. Raison pour laquelle, dès le début, le kiné doit prendre le temps d'écouter le malade et de vérifier son dossier pour être au courant de tous les détails concernant la maladie, l'histoire de la maladie, la cause de la maladie, le type de la lésion. Il faut savoir l'état général des malades, le traitement médicamenteux qu'il suit, les antécédents médicaux et chirurgicaux, etc. Puis, on fait un bilan des déficiences. On a les déficiences cognitives. L'hémiplégie est souvent accompagnée par des troubles neurologiques et notamment les troubles cognitifs. Ce sont des troubles spécifiques à chaque hémisphère. Une lésion cérébrale au niveau de l'hémisphère droit donne automatiquement une hémiplégie gauche. Et le contraire, une lésion cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche donne une hémiplégie droite. Alors, en cas d'une hémiplégie droite, quels sont les troubles cognitifs qu'on peut les trouver? On trouve des troubles de langage, des gestes et de communication. Les troubles de langage, ça veut dire tout simplement l'aphasie. L'aphasie qui peut se manifester selon plusieurs formes. On a l'aphasie de Broca, ça veut dire des troubles d'expression. On a l'aphasie de Wernicke, ça veut dire les troubles de compréhension. Donc le malade parle mais il ne comprend pas. Et la troisième forme, c'est l'aphasie globale. C'est une association d'une aphasie de Broca et de Wernicke, les deux. Et il y a aussi une quatrième forme, une forme qui est très rare, mais on peut la trouver dans certains cas. C'est ce qu'on appelle l'aphasie de conduction. Ça veut dire quoi l'aphasie de conduction? Ça veut dire que le malade parle avec des mots qui sont clairs, il comprend, donc il ne s'agit pas d'une aphasie de Broca ni de Wernicke, mais il n'arrive pas à construire une phrase qui est complète, une phrase qui a un sens. D'accord? Donc le malade parle avec des mots qui sont clairs. Il dit par exemple la pluie, la voiture, la table, donc les mots sont clairs. Et il comprend. Mais lorsqu'il veut construire une phrase complète, une phrase qui a un sens, il n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle l'aphasie de conduction. Et on trouve aussi parmi les troubles cognitifs, en cas d'hémiplégie droite, on trouve l'apraxie. Ça veut dire une incapacité de réaliser les gestes et les mouvements combinés et les mouvements complexes. Quoi d'autre? En cas d'hémiplégie gauche,
on trouve des troubles de l'attention, de la mémoire et des troubles qui sont liés à l'espace. Des troubles qui sont liés à l'espace, comme par exemple l'hémi-négligence. L'hémi-négligence, ou bien ce qu'on appelle la négligence spatiale unilatérale. C'est une anomalie qui conduit le malade à négliger la moitié de l'espace qui l'entoure. Et là, je parle surtout de la moitié gauche de l'espace qui l'entoure. Pourquoi je parle de la moitié gauche? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une hémiplégie gauche. Toujours ce syndrome, c'est l'héminégligence, s'installe chez les patients qui présentent une hémiplégie gauche. Par exemple, le patient néglige la moitié gauche de son champ visuel. Par exemple, lorsqu'il veut lire un article, il ne lit que la partie droite. Il néglige la partie gauche, etc. D'accord? Et on trouve aussi une agnosie. Une agnosie, ça veut dire une incapacité de connaître les objets et d'identifier les objets. Et l'agnosie se manifeste selon plusieurs formes. On a l'agnosie visuelle, ça veut dire une incapacité d'identifier les objets qui sont présentés visuellement. On a l'agnosie tactile et on a l'agnosie spatiale et l'agnosie auditive, ça veut dire l'incapacité d'identifier les bruits, etc. D'accord? Et on trouve aussi, dans certains cas, des troubles de la mémoire. Presque 15 à 20% des hémiplégiques se présentent avec des troubles de la mémoire. D'accord? Donc, en général, pour le bilan des déficiences, en cas d'une hémiplégie droite, on trouve une aphasie et une apraxie. Et en cas d'une hémiplégie gauche, on trouve une agnosie et on trouve une négligence spatiale unilatérale. Et on peut trouver aussi des troubles de la mémoire. Quoi d'autre? On fait aussi un bilan fonctionnel. Dans le bilan fonctionnel, on doit examiner le membre supérieur et le membre inférieur et aussi l'autonomie. D'accord? Par exemple, lorsque le malade est en position assise sur un fauteuil roulant, est-ce qu'il est capable de se déplacer lui-même par le fauteuil roulant? D'accord? S'il est en décubitus dorsal, est-ce qu'il arrive à changer sa position? À partir du décubitus dorsal vers le décubitus latéral, par exemple. C'est le retournement. Est-ce qu'il arrive à s'asseoir lui seul? S'il arrive à s'asseoir, est-ce qu'il arrive à maintenir son équilibre en position assise? Donc on doit évaluer l'équilibre du patient en position assise, puis on passe à la station debout. Est-ce qu'il arrive à se mettre en position debout et à maintenir son équilibre en position debout? Donc on doit évaluer l'équilibre en position debout unipodale et bipodale, puis on passe à la marche. La marche, est-ce qu'il marche lui seul? Est-ce qu'il utilise les aides techniques comme la canne ou bien le déambulateur, etc. Et s'il n'utilise pas les aides techniques, il faut préciser le type de la boiterie. Est-ce qu'il s'agit d'un stipage ou bien d'un fauchage, etc. Parce que c'est un patient hémiplégique, donc automatiquement, il marche avec une boiterie. D'accord? Après, on passe au bilan des membres supérieurs. Le bilan des membres supérieurs comporte le bilan de l'épaule et de la main. Au niveau de l'épaule, par exemple, il faut chercher s'il y a une subluxation de l'épaule. On cherche s'il y a une algodystrophie, par exemple. Et bien sûr, au niveau de la main, on doit évaluer la qualité de la préhension. D'accord? Donc, on fait un bilan fonctionnel. Après, on fait un bilan articulaire pour chercher s'il y a des raideurs. On fait un bilan de la motricité, c'est l'examen moteur. Et normalement, l'examen moteur, on peut le diviser en deux parties. La première partie, c'est l'évaluation de la motricité involontaire. La deuxième partie, c'est l'évaluation de la motricité volontaire. Alors, automatiquement, lorsqu'on parle de la motricité involontaire, on parle de la spasticité.
Hein. La spasticité s'installe chez l'hémiplégique après un AVC et laisse des complications néfastes sur la motricité en général, sur la marche, sur l'équilibre et sur la coordination. Et des fois, on trouve des patients qui se présentent avec des mouvements anormaux, comme par exemple les dystonies, comme les syncynésies, etc. Et bien sûr, on peut évaluer la spasticité par l'échelle d'Ashworth ou bien l'échelle d'Ashworth modifiée. D'accord? Donc ça, c'est la motricité involontaire, l'évaluation de la motricité involontaire. Et concernant la motricité volontaire, on peut également l'évaluer. On distingue plusieurs outils pour évaluer la motricité volontaire. Et l'outil le plus important et le plus utilisé, c'est quoi? C'est le testing musculaire. Donc on fait un testing musculaire des différents muscles et on doit noter les cotations. Bien sûr, si on trouve une cotation 0, cela veut dire qu'il s'agit d'une paralysie totale, c'est une hémiplégie. Par contre, si on trouve une cotation 2, 2+, par exemple, cela signifie qu'il s'agit d'une paralysie qui est partielle, ça veut dire une hémiparésie. Donc, ce n'est pas la même chose. Une hémiplégie, ce n'est pas une hémiparésie. Quoi d'autre? Après l'examen moteur, on fait un bilan sensitif, donc on doit évaluer la motricité et la sensibilité. C'est la même chose. Hein. Le bilan sensitif, on peut le diviser en deux parties. La première partie, c'est l'évaluation de la sensibilité objective et la deuxième partie, c'est l'évaluation de la sensibilité subjective. Donc on a la sensibilité objective et subjective. C'est quoi la différence? C'est quoi la sensibilité objective? Tout simplement, c'est la sensibilité superficielle et profonde. C'est très simple. Hein? Par exemple, pour la sensibilité superficielle, on doit appliquer le froid sur la peau au niveau de l'hémicorps qui est touché, qui est atteint. Et on va voir le malade, qu'est-ce qu'il va sentir. C'est très simple. Et pour la sensibilité profonde ou bien proprioceptive, on fait des tests avec des yeux fermés. Le malade doit fermer les yeux et le kiné doit positionner par exemple un membre ou bien un segment d'un membre dans une position. Et avec les yeux fermés, le malade doit préciser la position de ce membre ou bien de ce segment des membres. D'accord? Et pour la sensibilité subjective, c'est quoi? C'est tout simplement c'est la douleur qui est ressentie par le malade. Hein? Parce que 50% des hémiplégiques se présentent avec des douleurs. Et lors de l'interrogatoire, on connaît la douleur qui est ressentie par le malade. Des fois, on trouve, par exemple, une douleur au niveau de l'épaule. C'est une douleur qui est fréquente chez les hémiplégiques. On trouve des douleurs qui sont liées par la spasticité. On trouve des douleurs qui sont causées par les rétractions musculo-tendineuses. Parfois, on trouve un patient qui se présente avec une arthralgie chronique ou bien avec des paresthésies qui sont douloureuses, etc. Donc, on doit préciser le type de la douleur, la localisation de la douleur et l'intensité ou bien la sévérité de la douleur. D'accord? Donc, concernant le bilan sensitif, on a la sensibilité objective, hein, l'évaluation de la sensibilité objective qui se base sur des tests pour tester la sensibilité superficielle et profonde, et l'évaluation de la sensibilité subjective se base sur l'interrogatoire qui nous permet de savoir le type de la douleur qui est ressentie par le malade. D'accord? Quoi d'autre? Donc moi, bien sûr, je parle brièvement, hein, je ne détaille pas, juste j'essaie de citer les grandes lignes. Aussi, parmi les bilans kinésithérapiques qu'il faut les faire, dans ce cas, c'est quoi? C'est le bilan cutané, trophique et circulatoire. Ce bilan se base sur l'inspection et sur la palpation. Juste par l'inspection, on cherche les signes de phlébite et les signes de l'algodystrophie
C'est le syndrome douloureux régional complexe. Et aussi, on cherche s'il y a des troubles cutanés. Ce sont les escarres, bien sûr, au niveau des points d'appui. Pourquoi on parle des escarres? Parce que, tout simplement, juste après l'AVC, le malade va être hospitalisé en réanimation, bien en service de neurochirurgie, etc. Et l'alitement prolongé pendant l'hospitalisation, bien sûr, laisse des complications. Ce sont les complications de décubitus. Et parmi les complications de décubitus, ce sont les escarres. D'accord? Concernant la palpation, elle nous permet de chercher s'il y a des contractures musculaires et de chercher s'il y a des douleurs qui sont localisées et qui se déclenchent par la palpation. Quoi d'autre? On fait aussi un bilan de la déglutition et un bilan respiratoire. C'est très important. La dysphagie est présente chez presque 50% des hémiplégiques. La dysphagie, ça veut dire les troubles de la déglutition. Et aussi les troubles respiratoires. Les troubles respiratoires sont parmi les séquelles de l'AVC. Donc, on fait un bilan respiratoire. D'une part, on cherche les troubles respiratoires qui existent chez le malade, comme par exemple la dyspnée, comme la toux, s'il tousse, la toux, comment il est, est-ce qu'il est productive ou sèche, etc. Et d'autre part, on doit chercher est-ce qu'il y a des anomalies et des déformations morphologiques qui peuvent influencer sur la respiration. Par exemple, la scoliose, par exemple, les déformations rachidiennes en général, par exemple, la faiblesse musculaire et l'atteinte des tonus musculaires des muscles du tronc, parce que cela peut provoquer par la suite un syndrome restrictif, etc. D'accord? Donc, on fait un bilan respiratoire, c'est très important. Et aussi, parmi les bilans qu'il ne faut pas les oublier, c'est quoi? C'est le bilan vésico-sphinctérien. Le bilan vésico-sphinctérien, c'est très important. On reçoit des patients qui se présentent avec, par exemple, avec des fuites urinaires, et avec une polachérie par une hyperactivité vésicale. Et des fois, on trouve le contraire. On trouve une rétention par une inactivité vésicale. Et aussi parmi les problèmes qu'on peut les trouver dans ce cas, ce sont les troubles de transit intestinal. Donc, c'est ça en général l'examen clinique qu'on doit le faire avec le malade. Lorsque je parle de l'examen clinique, ça veut dire les bilans kinésithérapiques qui doivent être effectués. Et sûrement, si on fait un bilan qui est bien détaillé et bien adéquat, si on est conscient de l'état psychologique des malades, et si on est au courant de toutes les anomalies qui existent chez le malade, automatiquement, on trace des objectifs de rééducation qui sont bien spécifiques, et cela va nous aider beaucoup dans la prise en charge rééducative.